Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, bientôt les grandes pluies. Le ministère de l'Administration du Territoire échange avec les responsables des communes sur les mesures à prendre pour éviter les inondations. Une vaste campagne d'assainissement est envisagée pour débarrasser les quartiers des tas d'immondices. Au niveau de l'UTU est tenu d'une concertation sur le rapport d'activité de l'institution. Les perspectives pour l'amélioration de la transparence a aussi ponctué la rencontre. Religion, pèlerinage catholique à Bofa, les fidèles sont fortement mobilisés. Des prières et bénédictions sont dites pour la paix et l'unité nationale. Les temps forts dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Renforcement de la coopération bilatérale. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, est arrivé à Kigali pour une visite d'amitié. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta. Reportage Oumar Bari. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, est arrivé ce jeudi 1er mai 2025 à Kigali, capitale du Rwanda, dans le cadre d'une visite d'amitié à l'invitation de son homologue et frère, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Il était exactement 18h40 heure locale, 16h GMT, lorsque l'avion transportant le chef de l'État et la première dame, Madame Lauriane Doumbouya, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Kigali. À leur descente d'avion, ils ont été chaleureusement accueillis par le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta. Les échanges de civilité et de poignées de main ont ensuite marqué la rencontre entre les membres des délégations guinéennes et rwandaises. Du côté guinéen, la délégation présente à l'accueil comprend notamment l'ambassadeur de la Guinée au Rwanda, accompagné de personnel diplomatique. Après un passage au salon présidentiel de l'aéroport, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est dirigé vers sa résidence officielle. Là, une foule enthousiaste composée de membres de la communauté guinéenne vivant au Rwanda l'attendait. Ses compatriotes reconnaissants pour les réformes en cours en Guinée ont réservé un accueil chaleureux et ovationné le chef de l'État, témoignant ainsi de leur soutien total et de leur attachement à sa vision. Cette visite d'amitié s'inscrit dans la continuité des relations fructueuses engagées entre Conakry et Kigali. Elle fait suite à la visite historique du président Paul Kagame en Guinée en avril 2023, laquelle avait marqué un tournant important dans la coopération bilatérale entre les deux nations. À cette occasion, une grande commission mixte de coopération avait été mise en place, couvre domaines prioritaires comme les nouvelles technologies, les télécommunications, l'enseignement supérieur, les infrastructures, les transports, la défense, la sécurité, la santé, les sports et la culture, entre autres, qui s'inscrivent dans le cadre du programme Simandou 2040. Un mécanisme de suivi rigoureux a depuis été instauré afin d'assurer la mise en œuvre effective des engagements pris. Cette nouvelle visite vise à approfondir davantage ces liens fraternels et à explorer de nouvelles perspectives de partenariat stratégique entre la Guinée et le Rwanda. Les deux chefs d'État ont convenu de maintenir un dialogue régulier et soutenu avec pour ambition commune de bâtir une coopération exemplaire et durable au service de leurs peuples respectifs. Audience du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, a reçu en audience une délégation des représentants régionaux de la BAD, la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et l'institution. Reportage Adi Kamara. Une équipe de la Banque africaine de développement chez le Premier ministre chef du gouvernement. Elle est introduite par le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma.
Objectif, présenter le bilan de la restitution du document stratégie pays et définir les nouvelles cibles de la BAD, conformément aux orientations des autorités guinéennes relatives au programme Simandou 2040. Le partenariat entre la Guinée et la Banque africaine de développement est très fort et on a pu donner appui à Guinée pour financer beaucoup de projets, surtout dans le secteur infrastructure et agriculture, mais aussi des projets clés qui renforcent l'intégration de la République de Guinée avec les pays voisins, mais aussi les importants projets de transmission électrique pour fournir l'électricité aux pays voisins. Dans le cadre de la mise en œuvre et suivi de l'exécution des projets financés par cette institution bancaire, le ministère de l'économie et des finances insiste sur les stratégies d'intervention de la banque en matière de développement des infrastructures. C'est un des partenaires privilégiés et donc qui a un certain nombre d'investissements en faveur de la Guinée, notamment dans les domaines d'infrastructures, où nous avions sur les 700 millions d'encours de financement, il y a les 62% appartiennent aux infrastructures, ce qui est conforme déjà à l'axe 3 du programme national de Simandou, Vision 2040. Et donc, il est régulier que périodiquement, le pays se revoit avec les partenaires, notamment la BAD, pour faire une évaluation de la note de stratégie pays et qui permet de procéder à une mise à jour pour les priorités gouvernementales. Et parmi lesquelles priorités, nous avions donc en élaboration un programme de développement Vision Simandou 2040 qui va s'alterner ou qui va en tout cas être un pas important à intégrer dans la note stratégie pays de la Banque africaine de développement. Le Premier ministre rappelle que le gouvernement poursuit les réformes déjà engagées dans le pays en vue d'améliorer l'attractivité des investissements et le développement du capital humain. Ce vendredi, les présidents des délégations spéciales du Grand Conakry et les secteurs concernés par l'assainissement étaient présents au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Une rencontre pour définir les stratégies et identifier les moyens efficaces pour débarrasser la capitale de ses ordures et curer les caniveaux d'évacuation pour éviter les risques d'inondation. Reportage Bakary Bambakonde. Au ministère de l'Administration du territoire, les présidents des délégations spéciales des différentes communes de la capitale et périphérie, le gouvernorat et des acteurs de lutte contre l'insalubrité étaient réunis. Initiée en prélude à la saison des pluies, cette rencontre vise à élaborer des stratégies efficaces pour assainir le Grand Conakry par le curage des caniveaux et débarrasser les immondices. Nous avons donc réuni tous les acteurs concernés par cette situation pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions immédiates, des solutions permettant de résorber ce problème pour qu'il n'y ait pas cette année les mêmes conséquences que nous connaissons au fil des années passées. À l'ordre du jour, l'identification des zones inondables, les causes et pistes de solutions, une campagne de curage et de sensibilisation sur la gestion des déchets, ainsi que des programmes de nettoyage des différentes localités. Sur la question, les acteurs sollicitent une étroite collaboration entre le gouvernement et les collectivités locales afin de réussir l'opération. C'est une planification que nous faisons à partir du moment que chaque commune a identifié, parce que vous avez par endroit des maisons obstruées avec la construction anarchique. C'est ce qui doit être dégagé, se dégage. Et on le fait à tour de rôle par commune. Il est important qu'on puisse prendre des dispositions afin d'atténuer les risques d'inondation et qui ont souvent tendance à créer
des conséquences énormes, tant même des conséquences humaines des fois. Un autre point crucial abordé lors de cette rencontre a été celui des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces initiatives et soutenir les communes dans leurs efforts d'assainissement. Rien ne se fera sans les moyens. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour nous mettre à disposition les moyens qu'il faut pour passer à l'action. C'est cette anticipation qui a été, n'est-ce pas, l'idée de la réunion d'aujourd'hui. Cette rencontre entre le ministère de l'administration du territoire et président des délégations spéciales des communes marque une étape décisive dans la lutte contre l'insalubrité et les inondations dans la capitale. Dans l'actualité encore, lancement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, un programme sous-régional d'adaptation auquel la Guinée vient d'intégrer pour améliorer la productivité et poser les jalons d'une agriculture plus intelligente face au climat. Le point avec Fodé Camara. En Guinée, le cercle des projets de développement rural s'agrandit. Le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est officiellement lancé. Un coup de pouce de 16 millions de dollars financé par le gouvernement et la Banque africaine de développement. La porte d'entrée, c'est d'abord de pouvoir mobiliser l'eau, donc sécuriser l'accès à l'eau. Deuxièmement, c'est de pouvoir appuyer les communautés pour qu'elles puissent accéder à des technologies et à des semences résilientes pour pouvoir améliorer la productivité agricole. Et ce projet va encore plus loin avec des packages vraiment de gestion durable des terres et des services climatiques qui permettent effectivement d'informer régulièrement et périodiquement les décideurs et les ménages vulnérables. Avec l'appui du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, ce programme est le fruit d'un travail d'intégration sous-régionale pour plus d'alerte précoce. Ce projet d'adaptation au changement climatique évolue déjà dans 9 pays, notamment la Guinée-Bissau, le Tchad et le Togo. En République de Guinée, ce programme va couvrir 2 régions naturelles, la Guinée forestière et la Haute-Guinée, dans le bassin du Niger. 2 préfectures de la région forestière, à savoir Guékédou et Massanta. Côté Haute-Guinée, la région de Farana, il y a Troa, il y a Farana, il y a Daboula et Kisidou aussi qui fait globalement 5 préfectures dans lesquelles le projet va intervenir. En plus de ça, il y a également 10 CR, c'est-à-dire de communes rurales, dans lesquelles le projet intervient avec 50 villages. L'objectif global, c'est lutter contre la pauvreté en renforçant les capacités des communautés, des OP, des organisations paysannes, dans le cadre de la réalisation des projets de désenclavement, les aides d'abattage, la construction des pistes rurales. Durant 5 ans, ce programme de développement rural va toucher les organisations d'éleveurs, les transformateurs des produits agricoles et les groupements de femmes et de jeunes pour maîtriser les caprices du climat, notamment les inondations. Des inondations qui, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, ont touché plus de 12 000 producteurs l'année dernière. Nous avons la lourde responsabilité de veiller pour une mise en œuvre rapide de ce projet dans les différentes zones qui sont choisies. Et ces différentes zones ont été bien évidemment impactées et lourdement impactées par les inondations de l'année dernière. Voir que les zones sont choisies et font partie des zones retenues pour le projet, nous ne pouvons que nous en réjouir. 3 000 emplois, c'est pas petit. Plus de 1 400 000 personnes touchées par ce projet, c'est significatif. Principaux défis du programme de renforcement de la résilience, lutter contre les crises alimentaires et freiner les mauvaises pratiques qui aggravent au quotidien les effets du changement climatique. Recensement biométrique des citoyens âgés de 10 ans et plus. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat vient de séjourner dans les préfectures de Kankan et Mandiana. Mori Kondé, dans une démarche pédagogique, s'est adressé à la population des 2 localités sur les enjeux liés à cette opération. Reportage Mamadi Ternaka Mesoko.
Parrain de la campagne d'information et de sensibilisation des citoyens autour des recensements biométriques à Kankan et Mandiana, le ministre de l'Habitat est arrivé dans la capitale de la Haute-Guinée. À Nabaya, c'est à la maison des jeunes que Mori Kondé rencontre les différentes couches sociales et professionnelles. Une occasion pour lui d'échanger avec les habitants sur les enjeux de ce recensement biométrique qui va au-delà de la dimension électorale. Nous avons également été les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens pour l'obtention des actes de naissance. Nous avons eu des séances de travail avec les autorités judiciaires afin d'accélérer la cadence de délivrance de ces documents pour permettre aux citoyens de s'enrôler. L'autre élément également, c'est par rapport aux travaux sur les kits et malheureusement les difficultés qui étaient rencontrées, à savoir la question liée aux fonctionnalités du système solaire, a été rapidement réglée par le ministère de l'administration du territoire. Les groupes électrogènes ont été envoyés. Donc nous osons croire que les opérations vont se passer dans de très bonnes conditions. Après la commune urbaine, le ministre, entouré des autorités régionales et préfectorales, a rencontré les habitants de Karfamouria avant l'étape de Mandiana. Cette campagne de proximité vient donner un coup d'accélérateur au recensement biométrique en cours. Les sorties des membres du gouvernement ont permis de lever les obstacles, dissiper les inquiétudes et incompréhensions et de remobiliser les citoyens. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias a retenu cette année l'attention des acteurs. Dans notre pays, le ministre de l'Information a fait une déclaration. Suivez. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers concitoyens, en ce 3 mai 2025, la Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée, décrétée par les Nations Unies en 1993, vise chaque année à évaluer la liberté de la presse à travers le monde, à défendre l'indépendance des médias et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025 est célébrée à un moment où notre pays amorce 2 tournants décisifs de son histoire, à savoir 1. Le retour à l'ordre constitutionnel qui se concrétise à travers le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, les scrutins législatifs et présidentiels. 2. La phase d'exploitation des jugements de fer de Simandou, socle du programme Simandou 2040. 2 tournants qui nécessitent l'implication des hommes et femmes des médias pour une large information et sensibilisation de la population guinéenne. D'où la nécessité de promouvoir un usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle dans le paysage médiatique guinéen. Voilà qui m'amène à saluer les efforts déjà fournis par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui, dès sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, s'est résolument engagé à améliorer les conditions de travail des hommes et femmes de médias. Au nombre des acquis, nous pouvons citer, entre autres, la dotation des médias à maison de la presse, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'amélioration de la couverture du territoire national en radio et en télé. La réhabilitation progressive des sites de diffusion. La nomination d'une centaine d'hommes et femmes du média à des postes de responsabilité dans l'administration publique et dans les ambassades. La dotation des médias du service public à moyens techniques de production et de diffusion. À travers ces actions, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, vise à encourager les médias à mieux jouer leur rôle d'acteurs de développement et de paix. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Information et de la Communication a organisé de nombreuses sessions de formation et de renforcement des capacités sur des thèmes comme médias et lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence en 2024. Le département de l'Information et de la Communication a aussi en perspective l'organisation de la 2e édition de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication CENAMIC. L'édition portera sur le thème de cette année: comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040 ?
Vive la presse guinéenne, vive la liberté de la presse et dans le monde, vive la presse éthique et innovante en Guinée et dans le monde, vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Et puis ce communiqué du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dans le cadre de la mise en œuvre du décret D 2025-040 PRG CNRD SGG 2025 du 26 mars 2025 portant prise en charge des frais d'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme invite le collectif des avocats des parties civiles à une réunion de travail destinée à fixer les modalités des paiements aux bénéficiaires conformément à la décision numéro 019 du tribunal criminel de Dixine en date du 31 juillet 2024. La dite réunion est prévue à la chancellerie le mercredi 7 mai 2025 à 11h. Vu l'importance de cette réunion, la présence de tous est vivement attendue. Conakry, le 2 mai 2025, le ministre PO, la secrétaire générale, Madame Irène Marie Adjimalis. Visite surprise du ministre des Transports dans les locaux de la direction des documents sécurisés de Guinée. Objectif s'enquérir du fonctionnement des services en charge de l'immatriculation des véhicules. Reportage Mohamed De Camara. Très tôt ce matin, le ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo, a effectué une visite inopinée dans les locaux de la direction des documents sécurisés DSD de Guinée, rattachée à la Direction nationale des transports terrestres. L'objectif est clair, constater les réalités du terrain. Dans le cadre de l'activité, il est de notre responsabilité de temps en temps d'aller voir nos collaborateurs qui sont quotidiennement engagés dans les tâches laborieuses pour faire en sorte que notre entreprise, qui est le ministère des Transports, marche. Parce que c'est en ayant conscience de tout cela, à la fois de l'environnement, mais aussi du contexte dans lequel ils évoluent, que nous pouvons apporter des améliorations pour que l'État puisse être toujours plus serviable par rapport aux citoyens. Sur le volet infrastructurel, le ministre a instruit les responsables de la DNTT et de DSD de Guinée à engager des démarches pour la démolition des anciens bâtiments vétustes en vue d'améliorer les conditions de travail et de modernisation des installations. Nous allons prendre des mesures radicales pour faire en sorte que cet environnement s'améliore. Il n'est pas digne de l'État d'installer des fonctionnaires dans des conditions si insalubres et si inacceptables. Et puis, nous avons aussi conscience du retard que nous avons dans l'adoption des nouvelles plaques d'immatriculation, les anciennes continuant à exister. Le total jusqu'à aujourd'hui est extrêmement insignifiant et donc des mesures rapides et radicales vont être prises pour amener tous les concitoyens à adopter les nouvelles plaques d'immatriculation et rentrer dans le système qui est en vigueur dans notre pays depuis déjà plusieurs années. Prenant acte des observations formulées, le directeur général de DSD Guinée s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations du ministre. Il a eu quand même une visite guidée où on l'a expliqué tout le processus du début jusqu'à la fin. Il nous a fait des recommandations que nous allons rapidement aussi implémenter. Donc dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits. Basé à Conakry, avec des représentations dans plusieurs régions du pays, DSD Guinée mise sur les technologies de pointe pour assurer l'authenticité, la traçabilité et la durabilité des documents délivrés. Intéressons-nous toujours aux innovations, co-construire une stratégie nationale en données numériques et en IA ancrée dans nos réalités et nos priorités. Le thème vient de faire l'objet d'un débat entre acteurs du domaine et certains décideurs. La conférence est organisée par la Cité des sciences et de l'innovation. Le compte-rendu avec Diarra Diallo Amara Kobasuma. La Guinée franchit un cap dans sa transition numérique. Guinea, données numériques et intelligence artificielle, une plateforme innovante consacrée à la gestion des données et à la promotion de solutions fondées sur l'intelligence artificielle, voit officiellement le jour. Aujourd'hui, nous écrivons les premières lignes d'un récit scientifique guinéen pour une Afrique actrice
de son destin technologique. Aujourd'hui, nous lançons plus qu'une conférence. Nous lançons un mouvement, une vision, un engagement pour notre futur numérique. Un écosystème qu'il faut bâtir autour de la transformation numérique. Le digital à lui seul ne peut plus être le vrai moteur de transformation. Il faut tous les aspects réglementaires, les aspects du capital humain et les aspects de l'application de cette technologie soient bien identifiés pour que nous puissions aller vers vraiment une vraie innovation dans le domaine vraiment de cette transformation numérique. À travers cette initiative, le pays entend se doter d'un outil stratégique pour soutenir la prise de décision, encourager l'innovation et impulser la transformation numérique de la gouvernance en public que privé. Pour nous, le début d'une conversation nationale autour de la question des données et de l'intelligence artificielle. Et nous avons tenu à organiser cela ici à la Cité des Sciences en chantier pour que l'on puisse marquer le rôle également de cette cité dans le développement et dans l'animation d'un tel débat au niveau national. Le monde est en perpétuelle mutation. Le rôle d'un dirigeant d'aujourd'hui devient de plus en plus complexe. Il faut être au diapason des connaissances les plus pointues parce qu'une erreur d'appréciation peut freiner l'évolution de toute une société, de tout un pays. Cette rencontre jette les bases d'une coopération prometteuse. Elle vise surtout à aboutir à l'élaboration d'un document préliminaire pour une stratégie nationale de gestion des données et de développement de l'intelligence artificielle en Guinée. Le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée vient de se réunir à Conakry. Au centre des discussions, l'approbation du procès-verbal de la réunion du 9 avril dernier. Il a été aussi question de faire le compte-rendu de la mission du directeur pays du secrétariat international de l'ITIE. Reportage Moussa Kouyaté. Cette réunion du comité d'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Guinée, a mobilisé tous les membres, composés des journalistes, des responsables d'ONG, des acteurs de la société civile et d'autres cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Ce comité de pilotage où je suis président permettent de mettre souvent en évidence les problématiques liées à l'ITIE, les activités de l'ITIE, pour renforcer les équipes du secrétariat permanent de l'ITIE. Donc aujourd'hui, on avait l'un des points essentiels, c'était la présentation du rapport de mission représentant pays de ITIE international, qui nous a vraiment bien édifié sur les prochaines étapes de validation de l'ITIE Guinée, et ça nous a permis de poser des questions afin de nous préparer aux prochaines échéances. L'objectif principal de l'ITIE Guinée est de créer la transparence dans les industries minières. La publication des contrats miniers ou encore la protection du couvert végétal préoccupe le secrétariat international de l'ITIE. On a essayé de revenir un peu sur les objectifs de notre mission et également un certain nombre de recommandations, notamment sur la publication des contrats miniers qui concernent le projet de Simandou, les avenants, parce que c'est une question très importante, mais également toutes les autres questions liées par exemple à la publication des études d'impact, mais également à l'analyse des données sur les bénéficiaires effectifs et le renforcement du contrôle des coûts miniers, de la production, des exportations. Plusieurs autres sujets liés à la transparence dans les unités minières ont été évoqués par les membres du comité. Le directeur pays ITIE International pour la Guinée a encouragé ITIE Guinée à travailler pour plus de transparence dans les mines. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale, ceci est à Kindia pour sensibiliser les groupements de femmes évoluant dans le monde rural. C'est dans le cadre de la protection de l'environnement. Avec ces échanges, plusieurs engagements ont été pris de part et d'autre en vue d'harmoniser les idées pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique dans les zones couvertes par le projet, notamment à Kindia et Forêt-Caria. Le point avec Moussa Bangoura. La lutte contre le réchauffement climatique au cœur des activités du projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale, CECI. Ici à Kindia, responsables locaux, groupements de femmes, acteurs du monde rural et environnementalistes échangent autour des résultats d'enquêtes réalisées dans les zones couvertes par le projet,
à Forcaria et Kindia. Nous attendons à la suite de cette rencontre de recueillir l'ensemble des observations sur le document que nous avons produit, de recueillir d'autres connaissances supplémentaires des services techniques et des services, en tout cas déconcentrés de l'État, pour qu'on ait un document plus complet qu'on pourrait présenter au niveau national. L'objectif visé est de conscientiser les femmes en milieu rural à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement. Des messages ont été passés à tous afin de réduire considérablement la coupe abusive du bois dans les forêts. C'est très important pour la communauté parce que le fait d'apprendre comment est-ce que nous pouvons préserver les atouts que nous avons chez nous, ça y va dans notre intérêt. Surtout ça, le changement climatique. Toute action qui implique les femmes dans sa gestion est une action très sérieuse parce que la femme est au centre de l'économie du monde, de toute entité. C'est pourquoi, quand elle est associée, on suppose que cette action doit être prise à bras le corps. Après ce rendez-vous de Kindia, un document cadre sera réalisé par ces experts. Un document qui sera présenté aux autorités compétentes pour validation en vue de soutenir la politique nationale de l'environnement. Restons toujours dans l'arrière-pays pour dire que la direction régionale de la SEG de Bokeh vient de lancer les travaux d'installation des nouveaux tuyaux dans les quartiers. Ces tuyaux se font avant le démarrage effectif du bitumage des voiries urbaines. L'idée vise à protéger les installations pour donner de l'eau aux populations, mais surtout éviter les branchements clandestins, source de dégradation de la route. Younousa Tawel Kamara. Parmi les projets phares dont bénéficie la commune urbaine de Bokeh figure en bonne place le bitumage des voiries urbaines. Actuellement, les travaux avancent à grands pas dans tous les quartiers. Pour éviter la dégradation de la route après le bitumage, la direction régionale de la SEG de Bokeh lance les travaux d'installation des conduites d'eau sur les emprises. Partout, les agents s'activent pour déplacer les anciens tuyaux et faire de nouveaux branchements. Ils ont commencé les travaux avant que ces installations ne soient déplacées dans l'emprise pour permettre seulement à la SEG de faire correctement son service et que l'entreprise aussi puisse vraiment mettre le bitume sans être vraiment empêché. Nous sommes contentes de ces travaux de la SEG. Ça va nous permettre, à nous les populations, d'avoir de l'eau. Et les travaux vont continuer dans les autres quartiers avant le bitumage de la route. En compagnie des autorités préfectorales et communales de Bokeh, le ministre directeur des cabinets à la primature lance officiellement les travaux d'installation de ces conduites d'eau. Bokeh était dans la poussière. Je pense qu'à partir de ce lancement, tout ce problème va être mis derrière. Nous allons respirer à plein poumon à Bokeh et qui bitume une ville donne la santé à la population. Dans les quartiers, les autorités locales et les jeunes comptent mettre en place des équipes de surveillance en vue de protéger les installations de la SEG et veiller sur la route pour éviter des branchements clandestins qui pourraient causer la dégradation des voiries urbaines. Développement toujours des infrastructures, la route de Kolisoro, Kourou, Dondé et Mafara dans les préfectures de Mamon et d'Alaba, longue de 25 km, sera bientôt réhabilitée. Le chef de l'État vient de débloquer 7 milliards de francs guinéens pour sa réalisation prochaine. En guise de reconnaissance, les populations de ces localités expriment leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya. Reportage Mamadou Patebalde. À 60 km de Mamon Centre, le district de Kolisoko, dans la commune rurale de Podé-Daka. Réputé comme l'un des greniers de la préfecture, il est considéré comme l'une des zones les plus enclavées du pays à cause du mauvais état de la piste. Conscient du calvaire que rencontrent les usagers, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a débloqué 7 milliards de francs guinéens pour le reprofilage prochain de cette piste. Une fois réalisées, permettront à coup sûr de désenclaver toutes ces localités. Faciliter également la libre circulation des personnes et de leurs biens.
Je remercie vivement le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ce geste. Nous leur réaffirmons notre soutien et notre engagement sans faille à ces projets de société. Longue de 25 km, cette piste relie les localités de Kolisoko Centre, Kourou, Gongoré et Mafara dans les préfectures de Moamou et de Dalaba. Sa réalisation prochaine suscite un grand espoir pour les populations et pour les producteurs. Cette initiative est le fruit d'un engagement fort et d'une vision éclairée de la part de notre président. Grâce à sa détermination et à son leadership, nous avons pu obtenir les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet d'envergure qui aura un impact significatif sur la qualité de la vie de nos citoyens. En attendant le lancement des travaux de réhabilitation de cette piste, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics est à pied d'œuvre pour l'exécution correcte de cette route qui constitue notre acquis du président de la République, tant attendu par les usagers de ces localités bénéficiaires. L'adhésion du peuple derrière les actions du président de la République grandit tous les jours. Une nouvelle ville vient de signer son appartenance au groupe de soutien aux actions du chef de l'État. Il s'agit d'Angers, une ville française où les Guinéens réunis au sein du mouvement Mamadi Namfan Wombe viennent d'organiser des cérémonies de lecture du Saint-Coran suivies des séances de sensibilisation. Reportage Mohamed Souma Amadou Touré. Les Guinéens établis en France multiplient les initiatives de soutien des actions de développement du président de la République. Après ceux de Lille, de Paris et de Lyon, c'est au tour des Guinéens établis à Angers, réunis au sein du mouvement Mamadi Namfan Wombe, MANF France, de soutenir les idéaux du général d'armée, Mamadi Doumbouya. Le développement socio et culturel qu'il est en train de développer au pays en Guinée actuellement, c'est ce qui nous a motivés, nous a poussé à créer ce mouvement de soutien pour le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Nous trouvons opportun de soutenir sans condition les actions de son Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Depuis son avènement au pouvoir, nous sommes épatés, la majeure partie des Guinéens, par des actions qu'il a réalisées en sous-peu de temps et les projets en cours de réalisation. Le projet Simandou 2040 est une preuve éloquente. Une initiative accompagnée par l'ambassade de Guinée en France et la fondation Djibadjabi pour la paix. Elle témoigne, selon les initiateurs, la détermination de la diaspora guinéenne établie en France de prouver sa satisfaction face aux différentes actions posées par le CNRD. C'est une grande satisfaction. Cette organisation a bien réussi. Le mouvement va réussir encore. Les lectures qu'on a fait, Inch'Allah, on espère qu'on va avoir les bons résultats. De voir les Guinéens, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui s'organisent et autour d'un idéal commun. Donc cette lecture du Coran, c'est très important dans notre culture islamique. Le mouvement MANF France, Mamadi Namfan Wombe, est une initiative des ressortissants guinéens de toute obédience qui décident de dépasser les considérations pour mettre en avant tous la cause de la Guinée à travers des prières et des bénédictions pour la paix, suivies des séances de sensibilisation sur les acquis du CNRD et l'enrôlement biométrique. Face à une menace sécuritaire grandissante qui freine la mise en œuvre des projets de développement, le gouvernement guinéen multiplie les initiatives pour renforcer les mécanismes de prévention. Un atelier de remise à niveau a été organisé à l'intention des points focaux en alerte précoce, ceci pour consolider un réseau national de vigilance. Reportage Sarafdine Diallo, Maïmouna Bella Diallo. La menace sécuritaire représente un obstacle majeur à la mise en œuvre des projets et programmes initiés par le gouvernement, compromettant ainsi la stabilité, la paix et la sécurité nationale. Dans ce contexte,
La remise à niveau des points focaux sur l'alerte précoce et la remontée d'informations vise à établir un réseau efficace de vigilance sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'un mécanisme de transmission des alertes. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc la connaissance et l'anticipation sont des éléments essentiels en matière de prévention sécuritaire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en mettant en place le maillage du territoire national par la mise en place de ces points focaux pour la remontée des alertes et tout ce qui est type de menace liée à la sécurité humaine. Si des informations ne sont pas remontées au niveau du centre pour qu'ils soient traités, analysés, suivis de recommandations à l'intention du gouvernement pour prendre des dispositions par rapport à des constats qui sont faits, ça risque d'être un problème. Mais ce centre-là est en train de faire un travail de qualité dans l'intérêt supérieur de notre nation. Selon les participants, cette formation leur a permis d'acquérir des compétences nécessaires pour répondre de manière efficace aux défis sur le terrain. À partir de là, nous sommes déjà outillés. Nous devons vraiment prêter attention aux alertes qui seraient des risques pour la sécurité humaine, remonter les informations au niveau du centre. C'est eux qui vont traiter les informations et transmettre à qui des droits pour des prises de décision. Nous sommes fin prêts à aller sur le terrain et à apporter vraiment des mécanismes de réponse qui pourront servir à bien gérer. Ce projet de formation concerne les points focaux des régions administratives, des préfectures et des communes de la zone spéciale de Conakry, renforçant ainsi la capacité de réponse face aux menaces sécuritaires. L'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile continue son offensive dans le cadre des réformes. Désormais, chaque structure chargée de la sécurité événementielle doit doter ses agents d'une fiche d'identification. Il s'agit de la fiche individuelle d'autorisation d'agents de sécurité événementielle, une nouvelle mesure dont l'applicabilité a commencé par les organisateurs du concert de l'artiste Striker prévu ce samedi. Reportage Karim Kamara. Au stade de Nongor, dernier réglage avant le concert de l'artiste Striker prévu ce samedi 3 mai 2025. Sur les lieux de l'événement, un entretien entre l'ORASPC et les organisateurs sur l'aspect sécuritaire. Mais auparavant, une séance de renforcement de capacité est organisée pour édifier ces agents de sécurité privés. Cela coïncide avec l'obligation désormais pour chaque structure en charge de la sécurité événementielle de doter ses agents d'une fiche individuelle d'autorisation d'agents de sécurité événementielle. Dorénavant, ça c'est clair, on a vu toute la pagaille qui s'est passée avec les concerts précédents. Aujourd'hui, la Guinée est en mouvement, voilà, les choses bougent, la sécurité privée n'est pas à l'écart de tout ça, donc c'est pour ça que nous, on veut savoir qui fait quoi, parce que derrière, il y a une responsabilité. Donc on ne le souhaite pas, s'il y a quelque chose, on saura réellement quelle entité, est-ce que l'agrément était déjà là, est-ce que les agents sont formés pour qu'on puisse situer les responsabilités. Dans la salle, cette consolidation d'aptitude est doublée d'une projection sur d'autres grands événements du passé. L'on sensibilise sur les risques, la prévention, les gestes de premier secours, sans oublier la communication. On est vers la professionnalisation en fait, du métier de la sécurité civile. Et aujourd'hui, on a suivi une petite formation d'agents qui sont censés sécuriser le spectacle demain. Et je pense que l'ORASPC est en train d'abattre un gros, énorme travail. Désormais, ça vient d'un service étatique, on est très content. On va se mettre à leur disposition. Raison pour laquelle je m'en vais inviter toutes les structures de sécurité qui travaillent sur nos événements d'aller se faire enregistrer pour prendre leur agrément sur l'ORASPC. Dans son programme, l'ORASPC prévoit de renforcer à la veille de chaque concert et autres grands événements de mobilisation les capacités des agents concernés, sans oublier de porter un regard sur les compétences de toutes les structures évoluant dans l'événementiel. Et puis, présentation à Conakry des résultats d'une enquête approfondie sur le programme élargi de vaccination PEV. L'objectif était de discuter des avancées du PEV en Guinée et des moyens d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays. Reportage Noumousso Diakité.
Le rapport d'enquête présenté a révélé des données importantes sur la situation actuelle de la vaccination en Guinée. Les résultats ont montré à la fois des progrès significatifs dans la couverture vaccinale de la population, mais également des défis persistants à relever pour garantir un accès universel à la vaccination. Le rapport recommande l'amélioration de la conservation et la présentation des carnets de vaccination, de renforcer l'information et l'éducation des parents, d'adapter nos stratégies régionales et d'élargir l'accès aux centres de vaccination en réduisant le coût des transports. Nous devons également poursuivre nos efforts d'introduction de nouveaux vaccins. Le représentant de l'OMS salue les progrès réalisés et souligne l'importance de ces avancées pour la prévention des maladies évitables et la promotion de la santé publique. L'année passée, on avait en permanence plus de 7 épidémies dans le pays. Bientôt, nous aurons une nouvelle stratégie Gavi 6.0 qui va commencer en 2026 jusqu'en 2030, qui vise en priorité à atteindre les populations souvent manquées et les plus vulnérables. Le ministre de la Santé réaffirme l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir le PEV et promet de mettre en place des mesures concrètes pour renforcer davantage la couverture vaccinale dans le pays. Bientôt d'ailleurs, nous allons lancer la grande campagne entre guillemets commando permettant de rattraper le maximum d'enfants 0 dose et sous-immunisés. L'introduction prochaine de nouveaux vaccins contre le papillomavirus humain, le rotavirus, le pneumocoque et le paludisme constituent également une priorité à laquelle nous devons accorder toute l'attention nécessaire. Grâce à la collaboration des différents acteurs impliqués, le PEV continue de jouer un rôle central dans la protection de la santé de la population guinéenne. Religion, les fidèles chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Conakry et des différentes diocèses du pays sont en pèlerinage sur le sanctuaire marial de Bofa. Le pèlerinage de Bofa, c'est aussi un moment de prière intense pour les intentions personnelles, mais aussi pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Pour plus de précisions, suivez cet élément de reportage avec notre reporter Ali Badrakondé. Après 4 jours de marche et de prières intenses accompagnés par des cantiques religieux, les fidèles chrétiens catholiques venus de l'archidiocèse de Conakry et des différents diocèses du pays foulent enfin le sanctuaire marial de Bofa. Le sanctuaire marial de Bofa est considéré comme la porte d'entrée du catholicisme en Basse-Côte. Les sages de Bofa vous accueillent à bras ouverts. Que Dieu exauce vos prières. Merci pour cet équilibre que vous établissez à Bofa et qui permet aux citoyens guinéens de s'épanouir, de travailler pour le bonheur de leur famille, pour le bonheur de notre pays. Tout au long du pèlerinage, ces fidèles catholiques vont formuler des intentions personnelles, mais aussi pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. C'est un moment opportun qui nous est donné en tant que chrétiens pour non seulement refaire le plein à l'image du carême que nous avons déjà vécu. Voilà, donc c'est un temps de pénitence, un temps où nous cheminons pour aller rencontrer Dieu. Voilà, cela est fait à l'image d'Abraham dans l'Ancien Testament qui a quitté son pays et qui est allé dans un autre pays inconnu pour aller rencontrer Dieu, se mettre à son service. Nous venons à Bofa, un lieu où nos missionnaires ont vécu. Que votre démarche soit féconde. Que ce pèlerinage soit une bénédiction pour vous, pour vos familles et pour notre Église, pour notre pays. Le pèlerinage de Bofa est un moment de prière intense, de pénitence, mais aussi de recueillement avec Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.